Bonjour à tous, ravi d'être là. En 2 mots, donc, moi je m'occupe de l'innovation chez AXA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on explore les technologies émergentes pour imaginer des futurs possibles pour AXA, la création de nouveaux services, nouveaux produits, nouvelles expériences. J'ai une petite équipe d'explorateurs et on teste énormément de choses. Donc il y a 2 ans, on était encore sur le Web3, le métaverse, la blockchain, et puis on a complètement pivoté comme tout le monde sur les sujets d'intelligence artificielle. Voilà, puis on teste tout, même on se fait plaisir en créant des fausses images. Donc merci pour l'intro, donc je ne vais pas revenir sur le plan de la conférence, je vais aller plutôt vite, je vais essayer de vous faire pas mal de démos de cas d'usage concrets. Petite intro, un peu toute bête pour interagir avec le public. Pour vous, c'est quoi? Moi je fais de l'inno, donc c'est quoi pour vous l'innovation? La question elle est super dure en vrai. Bon, personne ne se lance. Souvent on me dit bon, c'est inventer des nouveaux trucs, c'est travailler différemment, très bien. Moi j'aime bien utiliser l'antidéfinition. En fait l'innovation c'est pas une invention. Okay, c'est pas une invention, pourquoi? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui transforme en fait une invention en innovation? La créativité, autre réponse? C'est l'usage. C'est les gens. En fait, ce qui change, ce qui va transformer une innovation en invention, c'est le fait que ce soit utilisé. Okay, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Museum of Failure, ça se trouve à Göteborg, donc si vous allez en vacances en Suède, vous pouvez visiter ça. Il y a plein d'inventions qui n'ont pas trouvé leur public. Et en fait, c'est juste des échecs, et ce n'est pas des innovations. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, mon métier, c'est de l'innovation, c'est de la tech, mais en fait, c'est très orienté sur l'utilisateur. Et donc on utilise des méthodes et on a un mindset très orienté design, puisqu'on essaye toujours de se concentrer sur l'attention, enfin notre attention sur le besoin réel des utilisateurs. Donc moi ce qui va m'intéresser avec l'intelligence artificielle, finalement c'est comment l'IA peut mieux nous aider à servir nos utilisateurs. Donc ça c'est une petite intro. Vous allez voir, je vais passer du coq à l'âne. En fait, je fais un petit gloubi-boulga aujourd'hui de pas mal de trucs. Déjà, je ne sais pas combien il y a de designers dans la salle, parce qu'on va parler un peu de vous. Qui est designer? Ouais, il y a plein de designers, ok. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester, vous avez tous testé ChatGPT, j'imagine, mais est-ce que vous avez déjà parlé avec ChatGPT? Qui a déjà parlé avec ChatGPT? Parlez comme je vous parle. Hein. Donc, comme il y en a qui ne l'ont pas fait, je vais le faire pour vous. Je ne sais pas si en régie, on peut mettre un peu de son sur l'iPhone, c'est bon? Allez, on va faire un test live. Hello, ChatGPT, t'es avec nous? Salut Milan. Oui, je suis là. Tu veux t'entraîner à la dictée aujourd'hui? Milan, c'est le nom de mon fils, en fait. Il a dû utiliser ChatGPT dans mon dos. Ouais, donc du coup, je suis sur scène et j'ai à peu près quoi, les 200, 300 personnes là devant moi. On va faire une petite démonstration de tes capacités vocales. T'es prêt? Ah, je vois. Ça doit être impressionnant. Je suis prêt pour la démo. On peut y aller quand tu veux. Ok, on va faire un truc tout simple en fait. Donc vous voyez, en fait, interagir vocalement avec l'IA, ça existe déjà depuis 1 an. Mais depuis fin octobre, on a vraiment des voix humaines qui ne ressemblent pas à Siri, qui ne ressemblent plus à Alexa, des voix vraiment très bluffantes. Et en fait, je change de slide. Par exemple, je vais te demander de chuchoter. Est-ce que tu es capable de chuchoter? Est-ce que tu m'as entendu? Il n'y a plus de son. Bon, ça c'est l'effet démo. Allez, je le relance. Ok, ChatGPT, est-ce que tu peux me parler en chuchotant, s'il te plaît? Bizarre. Il y a du son en régie? Il y a du son. Alors, je vais le prendre en main. Est-ce que tu m'entends, ChatGPT? Je ne m'entends plus. Bon, c'est con. Pas grave. La démo n'aura pas duré longtemps, mais c'est pas grave. Je voulais vous faire des cas d'usage parce qu'en fait, moi, j'utilise énormément l'IA de cette manière-là. Et en fait, c'est un super partenaire. On peut faire plein de trucs, on peut faire du media training, on peut s'entraîner en anglais. Et puis aussi, je peux lui demander de jouer le rôle d'un client.
et donc m'entraîner à des mises en situation. Et je ne peux pas vous le faire, c'est très frustrant, mais c'est pas grave. Et puis surtout, il peut voir ce que je vois. Et ça, on le verra plus tard, que ça amène plein de nouveaux usages, nouveaux parcours, et c'est intéressant. Donc on va démarrer la conférence, je suis un peu long dans les intros, par la première partie. Donc qu'est-ce que l'IA peut apporter aux designers? Plein d'outils, plein de choses. Il y a plein de cas d'usage. Tellement que je pourrais faire 1 heure là-dessus, mais je vais faire vite, je vous rassure, sur à peu près tous les aspects, sur tout le double diamant. Et tout. Je me suis mis sur le Wi-Fi. T'inquiète, ça va bien se passer. Donc pas mal de cas d'usage, je vais dérouler. Première chose, un peu toute bête, on peut se créer des assistants. Par exemple, j'ai un junior designer dans l'équipe. Moi, je me suis créé un coach design qui a lu tous les bouquins sur le design thinking, design sprint, etc. Donc je peux l'interroger, lui dire j'ai un atelier organisé dans 2 heures avec 15 personnes, comment je peux faire, fais-moi le dérouler. Classique. Je peux faire des recherches. Ok, on commence toujours par une phase de discovery. Là, je crois que l'exemple que j'ai mis, c'est un vrai projet que je suis en train de mener. Par exemple, je m'intéresse à comment l'IA va pouvoir changer la vie des salariés dyslexiques chez AXA. Et donc moi, je ne suis pas 10, j'y connais rien. Et avec des outils comme Perplexity, qui sont branchés sur le web, je vais pouvoir directement mieux comprendre les problématiques, les irritants, et me faire gagner du temps pour démarrer. Je peux aussi, tout simplement, avec des outils comme Craftful, aller scraper de la donnée sur le web, mais je vais récupérer des avis clients qui vont me les convertir dans des insights. Ça peut être super pertinent, donc c'est un travail que j'aurais mis des jours à faire à la main. Mais je peux aussi tout simplement, par exemple, convertir une interview utilisateur que j'aurais faite, la faire écouter, analyser par une IA, et elle va me ressortir les grands insights. Donc ça, c'est des choses pertinentes parce que ça me fait gagner du temps. Et puis, je vais zoomer sur un truc qui a un lien avec ce que je viens de faire, c'est que je peux aussi, par exemple, dialoguer avec un client virtuel, un synthetic customer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'épate et sur lequel on est vraiment en train d'explorer. Parce qu'en fait, on a tous vécu une réunion, un atelier dans lequel le designer arrive en nous disant « Voilà, ça c'est notre cible, c'est Romain, on va passer 5 minutes à lire le slide. » Et puis après, on va toujours penser à Romain dans tout ce qu'on va faire pendant le workshop. Okay, ça peut être Romain, ça peut être Christine, puis 5 minutes après, en fait, tout le monde a oublié, et puis on y va de ses opinions. Donc la question que je pose, c'est « Et si vous pouviez dialoguer avec ces personnes-là » Okay, mon objectif, c'est... Il y a des boîtes qui font la politique de la chaise vide en disant voilà, on laisse une chaise vide, comme ça on pense au client. Ben moi, je veux plus de chaise vide, je veux que le client il soit avec nous dans la réunion, dans le workshop. Et donc, je savais que côté expérience client, ils avaient fait un gros travail l'année dernière pour documenter les 8 moments de vie des clients chez AXA. Ok, donc c'est une super belle littérature, mais à mon avis, elle n'est pas suffisamment connue, elle n'est pas suffisamment lue. Et donc, en fait, ces moments de vie qui correspondent à des personas, Olympe, Thomas, Jeanne, je me suis amusé à en créer des GPTs. Ok. Et donc, je vais vous montrer ce que ça veut dire que de parler avec Olympe, par exemple. Alors, j'ai pas besoin du son, je vous rassure. Hop. Donc, vous voyez, je suis sur mon chat GPT. Et en fait, ils sont tous là. Pardon? Plein écran? Ouais, c'est mieux. Donc ils sont là, Marie-Hélène, Olympe, etc. Je vais aller sur Olympe. Donc Olympe, elle représente les jeunes de 18-24 ans qui n'ont pas encore commencé dans la vie active. Et puis parce que je sais tout d'Olympe, sa détention contrat, ses comportements, ses habitudes, je suis même en train de l'enrichir avec des conversations qu'on a eues avec des jeunes. J'ai des amorces de conversation qui sont pertinentes. Par exemple, je peux lui dire... Est-ce que j'ai Internet ? Ça ne marche pas les démos ici. Hop, je vais rafraîchir. Ouais. Bon, on prend toujours des risques quand on veut faire des démos live. Hein. Chaque ça marche bien. On reteste. J'insiste un peu. Sait-on jamais. Hop, Olympe. Bon, de toute façon, la réponse, vous vous en foutez un petit peu. C'est juste pour vous montrer que ça marche bien. Par exemple, Olympe, qu'est-ce qui t'inciterait à souscrire une garantie accident de la vie dès aujourd'hui? Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu, elle va aller voir sa base de connaissances et elle va me répondre en fonction de ce qu'il y a dans les études, en fait. Donc quelque part, ce que j'ai fait,
c'est un fake persona qui me permet de rentrer en contact avec les études. Et d'ailleurs, elle est assez verbeuse, elle ne parlerait pas comme ça dans la vraie vie, Olympe. Mais néanmoins, je peux travailler le prompt et lui demander d'être un peu plus direct. Et surtout, mon objectif, parce que là, on est dans le chat GPT, donc Olympe, voilà, elle va me répondre, et puis elle va me relancer avec des questions pour vraiment rentrer dans un mode conversation. Et mon objectif, donc dans un premier temps, on va mettre ça chez nous dans la Customer Room, où il y aura des iPads pour parler avec des clients. Et puis, bientôt, je suis en train de voir comment brancher ça sur Teams. Parce que nous, on utilise Teams pour parler avec les collègues, avec les managers, et je veux que dans n'importe quelle réunion, on puisse parler avec Olympe, on puisse parler avec Thomas, et on puisse vraiment leur poser des questions, brainstormer, leur demander c'est quoi les arguments pour peut-être travailler notre proposition marketing sur telle ou telle offre. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant. Et puis, je vais vous montrer un autre exemple de synthetic user, parce qu'en fait, on peut créer des clients, mais aussi, on peut aussi créer, par exemple, des experts. Et donc, je vais aller parler avec mon expert Pixel Perfect. Hop, je me suis trompé, j'ai fait trop de Pixel Perfect. Pixel Perfect, c'est simple à utiliser. Je vais lui donner un screenshot, par exemple, de la landing page de AXA.fr, au hasard. Hop. Donc, il sait aussi voir les images. Donc là, c'est un PDF. Et il va mettre une note. Voilà, 7,5 sur 10. Il va m'expliquer. Donc, il sait voir ce que... Donc, vous n'avez pas vu la landing page, mais vous pouvez deviner. Il va me dire quels sont les points forts, les points d'amélioration, et puis il va me faire tout un audit digital qui va commencer par d'abord une étude de l'UX, en appliquant un heuristique que je lui ai donné en entrée. Et il va pouvoir me faire une analyse de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, pourquoi je te mets cette note. Et puis ça va continuer, il va me faire aussi l'étude d'accessibilité. Et puis on peut continuer comme ça sur d'autres critères. Et donc ici, j'ai un bel engin qui va me permettre vraiment d'auditer tous nos assets digitaux et de comprendre où ils sont perfectibles et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Voilà. Et donc ça ne remplace pas le designer, c'est le designer qui va pouvoir s'en servir pour analyser et puis améliorer. Donc c'est un peu long, mais voilà. Et là, il va commencer, ça c'est hyper intéressant, l'étude d'accessibilité, parce qu'on a des critères qui sont connus. Est-ce que notre landing page elle est suffisamment accessible ? Et puis ça va aller plus loin parce qu'aujourd'hui, on a aussi des IA qui sont capables de prendre le contrôle et d'exécuter des parcours à notre place, et donc de faire des screenshots du parcours et d'analyser tout ce parcours, et pas seulement un écran. Et puis dernier cas d'usage sur les synthétiques customers, je vais revenir sur mes slides parce que sinon je vais être trop long. Hop. Tac. Donc on peut faire des tests, ça je viens de le montrer. Et puis on peut aussi, ça rejoint ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, la simulation, c'est-à-dire que je peux créer des synthétiques customers et ensuite entraîner nos forces commerciales ou nos services clients, voilà, à se mettre dans des situations. Et donc il y a plein de plateformes qui existent, on est en train d'en tester. Je peux avoir une conversation avec un faux client basé sur un scénario de formation et voir, c'est ce que vous voyez juste en dessous, qu'est-ce que j'ai fait bien, qu'est-ce que j'ai fait moins bien. Donc là, j'avais fait un test tout à l'heure, juste avant, pour faire un screenshot. Donc je me suis bien présenté, j'ai bien fait l'intro. Par contre, j'ai été nul dans la découverte. Enfin, je ne suis pas allé très loin dans la démo. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est très factuel. On peut dire à un conseiller, tu as été bon, mais ce n'est pas une perception du manager, c'est vraiment, on t'a été bon parce qu'on a le transcript, on sait ce que tu as dit. Et puis là, tu as été moins bon parce que tu as dit ça, mais tu aurais pu dire ça. Et donc pour la formation, c'est super puissant et c'est aussi vraiment un truc qu'on considère comme très prometteur pour pour la suite, pour les mois à venir. Après, je vais passer plus rapidement parce que je reviens sur des outils. Alors oui, il y a des outils qui vous permettent de générer automatiquement vos personas, mais aussi vos customers de journée. Il y a des outils qui permettent de brainstormer des idées. Je crois qu'on en a parlé en début. Je passe. Voilà, pour les gens qui travaillent sur les interfaces, ou pour faire des design sprints ou des ateliers où les gens ne savent pas dessiner, ils peuvent faire un truc et puis ça se transforme dans du wireframe. Mais des outils qui me semblent plus intéressants, comme celui-là, UWizard, on va vraiment pouvoir prompter des interfaces. Donc ça, on l'utilise pas mal parce que ça, voilà, vous allez prompter, moi je veux faire une app de santé, une app de rencontre, n'importe quoi. Et et définir un style, et vous allez avoir tous les écrans. Donc ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Voilà, c'est en train d'arriver là. Alors, je ne sais plus ce que j'avais fait, je crois que c'était un site pour faire du surf pour les personnes âgées. Voilà. Bon. Je n'ai pas le temps de faire la démo live, mais vraiment ça prend que quelques secondes à générer un truc comme ça.
On peut générer des objets, enfin des assets design et les retravailler ensuite sous Figma ou autre. On peut bien évidemment, si ce n'est pas du digital, générer des nouveaux concepts. Donc là, par exemple, toujours dans le domaine du surf, on a bien aimé cet exemple pour tester des trucs, créer des nouveaux outils. Et puis César, nous, ça fait une démonstration de génération de code. Bon, il y a un nouvel outil qui s'appelle Bolt, là, qui fait beaucoup parler de lui depuis 2 semaines. Bon, on est capable aujourd'hui, en donnant vraiment tous les éléments du XUI, de faire générer un site web en quelques secondes et de le publier. Voilà, donc j'ai fait ça aussi, je crois, hier soir. Une nouvelle assurance qui s'appelle Angel et qui s'inspire un petit peu de la concurrence et des InsurTech. Voilà. Bon, je sais pas, la vidéo est un peu longue, mais le truc va arriver. Allez, je m'arrête là. Donc je fais une petite pause là sur la conf sur la première partie. Le message, c'est pas de dire bah voilà, l'IA elle sait tout faire, elle va vous remplacer. Non, c'est vraiment juste un outil. Et le designer garde la vision globale, l'éthique, la cohérence stratégique. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Moi, j'ai une vision ultra optimiste de la chose. Je suis d'accord avec Jacob Nielsen, hein, qui est un des gourous du design. Qui a une vision aussi très optimiste, en disant les compétences requises pour le designer sera transformées, et donc il faut intégrer l'IA dans les pratiques, mais le designer ne sera pas remplacé, clairement pas. Je passe là-dessus. Et puis attention, si vous avez de la data qui est médiocre en entrée, vous aurez des mauvais résultats. Et donc la qualité de la data est super importante. Il n'y a pas d'IA sans data. Ça, c'est un autre message important. Et puis pour que l'IA devienne un compagnon efficace, il faut savoir aujourd'hui encore prompter. Je suis aussi d'accord avec Mike en disant que le prompt engineering, ce n'est pas un métier d'avenir. Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on interagit. Et demain, enfin, il y a déjà des IA qui génèrent les prompts pour vous, donc probablement que ça va bientôt passer de mode. Je vais rentrer dans la deuxième partie. Puisque j'ai eu la chance de travailler sur une vingtaine de projets IA depuis l'année dernière, et donc on a engrangé beaucoup d'expérience. Et du coup, je voulais vous partager, alors là aussi je pourrais faire une masterclass de 2 heures là-dessus, mais juste vous partager quelques enseignements clés sur qu'est-ce que ça veut dire de designer pour des applications qui intègrent de l'IA, pour designer de l'IA. Donc quelques exemples qui sont publics, parce qu'on a réussi à les sortir. Merisque Pro, qui est un coach risque pour destiné aux entrepreneurs. Il faut savoir qu'un entrepreneur sur 2 ne couvre pas son activité parce qu'il n'a pas conscience des risques liés à son activité. Donc on a fait un petit truc, juste pour leur montrer qu'on pensait à eux. C'est un petit outil, un chatbot. Vous dites « je suis boulanger »,« je suis coach sportif » et il va vous lister tous les risques. Il ne va pas vous proposer d'assurance. C'est juste pour montrer en fait que voilà, on sait qu'il y a des risques, c'est important que les gens le sachent et qu'ils se couvrent. Et bien évidemment, s'ils veulent se couvrir, ils appelleront un conseiller AXA. On a fait aussi un petit truc, c'est pas un petit truc, mais on a travaillé avec AXA Prévention qui édite plein de guides. Comment je pourrais parler avec ces guides pour pouvoir avoir des conseils? Et notamment, le premier truc qu'on a fait, c'est le guide climatique et le guide de prévention routière. On travaille sur des concepts, donc là on est en train de réfléchir aussi, et si on intégrait une IA dans l'app mobile pour faire de la téléconsultation médicale. C'est encore pas garanti qu'on lance ça, il y a plein de sujets éthiques, économiques, etc. Mais on regarde ça, on fait aussi des outils, on enrichit notre Secure GPT interne en rajoutant des features, notamment une bibliothèque de prompts qui permet à des gens qui justement ne savent pas comment interagir avec l'IA de se faire la main. Et fort de toutes ces... Alors il y en a plein d'autres, mais je vais passer. Et fort de tous ces projets qu'on a menés en découvrant un peu des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de faire, je voulais partager 2 enseignements clés. D'abord, j'ai l'impression qu'on touche à un changement de paradigme parce qu'en fait, avant, on s'intéressait beaucoup en tant que designer à comment je vais proposer le service, à l'interface, à l'expérience pour arriver jusqu'au service. Or, maintenant, je pense qu'il faut être beaucoup plus output-centrique, c'est-à-dire ce qui compte, c'est vraiment le service qui sera rendu. Tout ce qui est avant, ça a finalement assez peu d'importance. Et le travail des designers va surtout consister à travailler quelle réponse l'IA va me renvoyer. Et donc, ça rejoint aussi des choses que tu as dites, Maïka. Mais voilà, ce n'est pas la même chose entre la partie gauche et la partie droite. Et ça se travaille en amont. L'intention du designer, elle se traduit dans le prompt qui lui-même va générer une réponse qui est peut-être plus quali, avec un autre ton, etc. Et donc, il y a un vrai shift. Voilà, ça c'est pour les petites punchlines. On passe de l'UI à l'AI.
Okay, et on travaille d'abord vraiment quel va être le service qui est rendu avant de travailler l'enveloppe. Et si je reviens sur l'expérience, enfin sur le produit Merisque Pro qu'on avait sorti, c'est une expérience qui paraît toute simple. C'est juste, je pose une question, voilà qui tu es, puis je te dis quels sont les risques liés à ta profession. Bah, en fait, derrière, il y a eu quand même un gros travail. On a designé le prompt. C'est un prompt de 6 pages dans lequel on dit clairement à l'IA quel est le rôle que tu dois jouer, quels sont les guidelines, c'est quoi le tone of voice d'AXA, comment tu dois te comporter, etc. Parce que sinon, à chaque fois qu'on va poser une question, on va avoir des réponses différentes. Et donc, comment on s'assure de la consistance en fait, des réponses. Et puis surtout, on met aussi des garde-fous. Et donc, c'est là où arrive la complexité. Comment aussi on fait en sorte, finalement, qu'on ne puisse pas, déjà qu'il n'y ait pas d'hallucination, mais qu'on ne puisse pas faire du jailbreaking, qu'on ne puisse pas faire dire n'importe quoi à notre IA. Et ça, c'est le vrai risque. Et d'ailleurs, notre politique n'était pas de customer facing dans l'IA. Et on a quand même réussi à sortir des trucs parce qu'on a appris en faisant. On a réussi à démontrer que on pouvait mettre en place, par exemple, des systèmes de LLM as a judge, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un appel à l'IA, on fait un deuxième appel avec l'IA qui contrôle la question, la réponse, et qui laisse passer la réponse si elle est pertinente, s'il n'y a pas de, propos injurieux, s'il n'y a pas de... Enfin, voilà, plein de trucs. Et ça marche plutôt bien. Et donc, le message, c'est qu'il faut tester, il faut expérimenter, il faut faire pas mal de choses. Et puis, finalement, en attendant que le prompt passe de mode, parce qu'à mon avis, ça va arriver, mais du coup, le designer doit vraiment apprendre comment orienter le prompt par rapport à la réponse, l'output qu'il veut avoir à la fin. Et donc ça, c'est quand même super important. Et puis donc, le deuxième enseignement, et puis là où je voulais un peu insister, c'était aussi sur les compétences du designer. Le message, c'est que le rôle du designer ne change pas, mais par contre, sa palette de compétences va s'enrichir. Il y a plein de nouveaux trucs qui arrivent avec l'IA, qu'il va falloir comprendre. Le prompt engineering en est un, mais c'est aussi, par exemple, comment je comprends la technicité qu'il y a derrière, comment je vais pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment j'apprends à collaborer avec des nouveaux métiers. Et donc, je travaille maintenant avec des data scientists, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, comment je peux anticiper aussi des besoins futurs. Et donc se former, il y a plein de plateformes pour se former à l'IA, mais le meilleur moyen, c'est vraiment de tester et d'expérimenter des choses. Il y a tout un vocabulaire aussi à acquérir, je vais passer là-dessus. Et puis mon pari à moi, c'est que les besoins des utilisateurs vont évoluer. Pour l'instant, on est quand même assez partagé entre enthousiasme et crainte sur l'IA, mais de plus en plus, et on le voit, quand on voit que par exemple, un Doctolib est déjà en train d'introduire l'IA qui va aider le médecin à capturer ce qui se passe pendant la consultation, mettre à jour le CRM. Bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va devenir un basique. Ça veut dire que les gens, ils vont aller chez le médecin, ils vont prendre l'habitude qu'une IA enregistre ce qui se passe, et donc quand ils vont aller chez leur assureur, ils vont avoir les mêmes attentes. Et donc, et sur le vocal, et sur les images, etc. Et donc, il y a des nouveaux besoins, il y a des nouveaux parcours. Peut-être que le coach prévention sur la sécurité routière, vous n'aurez plus besoin d'aller sur le site d'AXA Prévention pour avoir de ces conseils, parce que finalement, ça fait peu de sens. Mais peut-être que ces conseils, ce serait mieux de les avoir quand vous êtes au volant sur l'autoroute. Et donc d'interagir vocalement avec une IA. Et ça veut dire quoi? De designer un service vocal. Voilà. Et puis, dernier changement de paradigme, c'est qu'on en rêve depuis des années, l'hyper-personnalisation. On ne savait pas le faire jusque-là, et là maintenant on commence, si tant est que vous avez la data client propre, à pouvoir vraiment hyper personnaliser et faire comme le fait Amazon ou Netflix, avoir un message qui n'est destiné qu'à vous et traduire une campagne marketing en peut-être sans visuel, sans accroche, etc., en fonction de si vous êtes Olympe, Thomas, Jeanne ou Marie-Hélène. Je passe là-dessus. Oui, enfin bon, c'est une côte. Donc le message, c'est si c'est pas déjà fait, essayez d'attraper la vague de l'IA. Pour moi, c'est pas un changement qui est technologique, parce que les technos sont toujours les mêmes. C'est juste la performance qui change, mais c'est une transfo humaine. Et c'est pas en tirant sur les plantes qu'on les fait pousser. Donc c'est vraiment nécessaire de s'intéresser aussi à la conduite du changement et comment on amène les gens à utiliser l'IA.
Je sens que ça s'agite derrière moi et que je suis un peu long, donc je ne vais pas aller sur le chapitre des limites et des challenges de l'IA. Il y en a plein. L'IA n'est pas la réponse à tous les problèmes et on n'est pas tenu de mettre de l'IA partout, même si aujourd'hui, c'est ce que mon board me demande, c'est on fait quoi avec l'IA, Cyril, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Bon, des fois, l'IA n'est pas nécessaire. Et je passe là-dessus, et je pense que c'est des sujets qui seront très probablement discutés en table ronde tout à l'heure, sur les limites éthiques et ce qu'il faut garder en tête. Et puis j'arrive à une rapide conclusion, quelques messages que je voulais faire passer en récap. Donc pour moi, je pense que les besoins utilisateurs évoluent. L'IA, j'espère vous l'avoir démontré, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à être plus créatif, plus efficace, réduire les tâches chronophages, gagner du temps, et gagner du temps à définir des hypothèses qu'il faudra de toute manière corroborer sur le terrain. Donc je ne suis pas en train de vous dire avec les synthétiques customers que ça va remplacer le fait d'aller sur le terrain, le fait d'aller parler avec des gens, non. Ça va vous permettre peut-être, plutôt que de tester un concept et d'aller faire des tests utilisateurs sur le terrain, vous allez pouvoir imaginer 100 concepts, les faire tester aux synthétiques customers qui vont vous donner du feedback et qui vont vous permettre d'identifier quel est le meilleur concept, le plus prometteur, celui sur lequel vous avez besoin de passer le plus de temps et d'aller sur le terrain pour comprendre ce que ça veut dire. Nouvelles compétences, nouvelles responsabilités. Le train de l'IA est en marche, il prend de la vitesse. Et pour comprendre, il faut vraiment tester encore, échouer, se planter, voir les limites. Ça, je l'ai dit. Et puis, je pense que le designer, en conclusion, il a vraiment un rôle essentiel, justement, de prise de hauteur. Je rejoins ce que disait Michael. Parce qu'il va s'assurer que vraiment, on va mettre la technologie au service de l'humain et pas l'inverse. Et j'ai compris que les questions, ce n'était pas maintenant, ce serait à la fin. Donc, je serais ravi de prendre des questions. Merci. Merci beaucoup, Cyril.